Alors à l'issue de l'installation de ce composant, la .NET Framework, on peut procéder à un redémarrage. En fait, c'est ce que j'ai fait. On ne le voit pas ici dans cette présentation, mais pour rendre la chose un peu plus agréable, j'ai donc nettoyé mon serveur de ses composants Active Directory, débarrassé du DNS, du DHCP, et j'ai redémarré la machine. Donc si on fait un petit point ici au niveau de mes rôles et de mes fonctionnalités, eh ben, il n'y a plus de composants DNS, DHCP. Alors comme j'avais dit tout à l'heure qu'on allait avoir besoin d'un DNS, on le rajoutera ici tout à l'heure, mais pour l'instant il n'y est pas. Donc, première opération, une fois que l'installation de .NET Framework c'est donc terminée, ce qui est le cas, je vais remettre ma carte réseau en IP fixe, et je vais la caler sur mon réseau interne pour m'isoler un petit peu du réseau extérieur. Donc je cale ma carte en IP fixe. Alors j'avais opté pour, si on prend pluton.org, l'adresse IP 172.16.0.250, hein, si j'utilise que la terminaison ici, donc 172.16.0.250, un masque de 16 bits. Comme passerelle, il aura la 172.16.0.254 et il sera serveur DHCP pour les clients, serveur DNS et serveur de messagerie. Donc, je mets le service IP en statique, donc 172.16.0.250, le masque de 16 bits, passerelle qui pour l'instant n'est pas encore en marche, celle-ci, et DNS, l'adresse de bouclage, qui aurait pu être remplacée par sa propre adresse, en l'occurrence celle-ci, parce que bouclage ou ici, ça veut dire la même chose, hein. Moi, pourquoi je fais ça? Parce que ce qui m'intéresse, c'est que ce serveur fasse appel à son propre serveur DNS local, son propre service DNS local pour trouver les requêtes. Et dans le service DNS local, je ferai les redirections nécessaires pour quitter le domaine, pour sortir vers l'extérieur, par exemple le domaine de la machine voisine, ou bien et aussi Internet. Bon, donc c'est la bonne idée d'utiliser 127.0.0.1. Voilà, donc maintenant qu'il a une IP fixe, une petite vérification quand même, ça coûte pas cher au niveau des commandes pour vérifier que c'est bien le cas. 72.16.0.250, 255, 0.255.0.0 et la passerelle. Donc, on va retourner dans les outils. On s'aperçoit ici qu'Active Directory a donc été supprimé, je l'ai indiqué tout à l'heure, je l'ai délibérément supprimé. Je vais donc maintenant ajouter les rôles qui m'intéressent. Et c'est le DHCP, même s'il est accessoire. Donc il suffit de faire continuer. Et surtout le DNS. Alors, le DNS, processus de validation, détecter des problèmes au niveau du serveur. Continuer pour installer malgré tout, et qu'est-ce qui se passe? Il nous dit que l'adresse IP statique est introuvable sur cet ordinateur. En réalité, il n'a pas eu le temps de prendre en compte cette adresse IP qui vient d'être mise il y a très peu de temps. Donc voilà, pour ce qui est des fonctionnalités, je n'ai pas besoin d'utiliser quoi que ce soit ici. Je fais suivant, et on installe. Alors, à différence de tout à l'heure, là ça devrait aller plus vite, parce que c'est des composants qu'il va chercher localement sur les outils qu'il a déjà précopiés. Et puis ensuite, nous, on va s'intéresser donc à installer la partie qui gère le nom de domaine. Alors, moi, je vais donc positionner mon serveur sur pluton.org. On va examiner son nom, l'inscrire dans le DNS pluton.org qui va gérer cette zone et qui va être composé du domaine pluton.org. Et le DHCP, dans un deuxième temps, nous servira donc à alimenter nos postes clients en adresse IP. Voilà. Alors,
pour l'instant, on ne se préoccupe pas de savoir quelles sont les erreurs qu'on voit apparaître ici, mais on voit que les choses évoluent au niveau des services ici, que c'est passé au vert, c'est ce qui pour l'instant nous intéresse. On peut donc constater dans les outils qu'on a le DHCP et le DNS de présent désormais. Bon. Et pour l'instant, on va installer et configurer le DNS. Donc, on peut fermer ces outils ici, on ouvre le DNS, on remarque dans la colonne ici de gauche qu'il y a notre machine qui apparaît sous ce nom-là. Alors ça, c'est le nom de notre ordi. C'est-à-dire que si je veux connaître réellement son nom, je peux le faire. Je vais modifier un petit peu la configuration de façon à ce qu'on voit un petit peu mieux ce que je veux vous montrer. Donc avec la commande hostname. Voilà, le nom de la machine en fait c'est celui-ci. D'accord. On peut même éventuellement le sélectionner. Ouais, sélectionner tout. Non, plutôt sélectionner, pardon. Sélectionner et on va basculer ici notre souris. Et comme ça, on a le nom en mémoire. Après, si je fais clic droit coller, vous voyez, il apparaît ici. Si je peux le refaire une deuxième fois pour vous montrer. Ça va me servir, vous allez voir probablement dans le DNS ici maintenant. Retour au DNS. Donc, dans les zones de recherche directe, aucune zone pour l'instant. Zone de recherche inversée, aucune zone. Pour la messagerie, nous le verrons dans un deuxième temps. Il est important pour pouvoir passer les barrières de détection de sécurité que votre serveur puisse être identifié par son adresse et par son nom, et ceci pas simultanément mais presque. C'est-à-dire qu'il va y avoir des contrôles qui seront faits pour trouver le nom de votre machine. Donc il y aura une requête qui est faite sur l'adresse IP pour trouver le nom, et l'inversement sur le nom pour trouver l'adresse. Et ces deux requêtes seront faites rapidement. Si le laps de temps entre les deux est trop long, le système qui fait ce test pourrait désigner votre serveur comme douteux, et donc envisager de ne plus communiquer avec lui. Et du coup, on ne reçoit plus de mail. Donc, première chose, on crée la zone inversée. On crée la zone inversée. Clic droit, nouvelle zone. La zone inversée va consister à créer une zone qui va pouvoir enregistrer sous forme d'adresse IP inversée toutes les adresses IP importantes de notre domaine. La seule qui est vraiment importante pour nous, c'est celle du serveur. Mais elle est indispensable pour pouvoir aller au bout du processus d'envoi et de réception de mail en toute sécurité, en toute tranquillité. Donc je crée une zone. Il s'agit d'une zone principale, on ne touche à rien, pour IP version 4, et j'indique ici l'identifiant réseau. L'identifiant réseau, c'est pour moi, il suffirait de faire un et logique entre l'adresse IP et le masque, et on obtiendrait 172.16.0.0, ce qui révélerait que l'identifiant réseau, c'est les valeurs qui ne sont pas à 0, à savoir 172 et 16. Donc, 172.16, et je n'écris rien d'autre. Ici, on voit qu'il donne un nom à ma zone, on s'en préoccupe pas, on fait suivant, on fait suivant. On autorise ou pas les mises à jour dynamiques. Alors, j'ai pas besoin de le faire ici. Pour des raisons de sécurité, je préfère ne pas le faire. Ma zone est créée. On va l'ouvrir. Vous constatez qu'elle ne contient pas grand-chose. Aucune adresse n'apparaît pour l'instant dans cette zone. Mais si vous vous souvenez du nom de la machine, on voit apparaître à nouveau le nom de ma machine ici. Dans un domaine qui s'appelle labo.local. Alors, que vient faire ce labo.local ici? En réalité, c'est le nom qu'avait ma machine avant le début de mes opérations. Si vous vous souvenez, si vous revenez un petit peu en arrière dans la présentation, j'avais constaté qu'elle avait déjà été utilisée avec Active Directory, et du coup elle avait conservé ce nom. Alors je peux m'en défaire, je peux décider de ne pas m'en préoccuper, mais je vais mettre à jour ici les informations tout à l'heure pour rendre les choses cohérentes, vous allez voir comment. Pour l'instant, je n'ai plus rien à faire ici, je vais donc dans ma zone directe. Dans ma zone directe, il n'y a rien, clic droit, nouvelle zone, et là, je décide d'utiliser ma zone Pluton. Alors, pourquoi Pluton?
hein, parce que je travaille ici pour l'instant. Donc, pluton.org, pluton.org. Il va créer un fichier de zone, j'autorise ou pas les mises à jour, et c'est terminé. Ma zone pluton.org apparaît maintenant ici, à l'intérieur de laquelle, c'est un peu comme la zone inversée, il n'y a pas grand chose pour l'instant. On voit deux enregistrements. À chaque fois, on peut voir, si on fait attention, que le début ici concerne bien mon serveur. On retrouve le nom une fois de plus. Donc, on va commencer par créer, avec un clic droit de la souris, un enregistrement de type nouvel hôte. Alors pour faire ça, clic droit, nouvel hôte. Le nom de la machine. Alors le nom de machine, comme on l'avait copié-collé, il suffit de coller ici. Et l'adresse IP qu'il a réellement. Pour rappel, l'adresse IP, c'est celle qu'on a mis tout à l'heure. L'adresse IP et le nom de ma machine. Adresse IP. Et je coche la case créer un pointeur d'enregistrement PTR. PTR, c'est pointeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, au niveau de ma zone inversée, il y aura la correspondance de cet enregistrement que je suis en train de créer. Je n'aurai donc pas à le faire moi-même à la main. L'enregistrement a été créé correctement. Cette machine est bien dans la zone Pluton. Donc cette machine porte le nom win-etc. .pluton.org et elle possède l'adresse 172.16.0250. Alors comme il est évident que ça c'est l'adresse et le nom de mon serveur, je vais donc maintenant revenir sur ces deux enregistrements et préciser qu'il s'agit bien de lui. Alors je vais commencer par le premier. Ici on voit qu'il y avait écrit labo.local, en réalité c'est plus labo.local. Il suffit d'aller chercher en parcourant notre zone et de désigner la machine. Il corrige ici le nom. Quant à l'adresse de la personne responsable, alors ça c'est en fait une adresse mail, mais dont le point ici remplace l'arrobas naturel. Parce qu'on ne peut pas utiliser l'arrobas dans un fichier de description DNS. C'est interdit, l'arrobas sert de variable pour mémoriser le nom de domaine. Donc interdit d'utiliser les arrobas, du coup ils sont remplacés par des points. Donc ici, il suffirait de mettre l'adresse mail de la personne que vous jugerez responsable de ça, par exemple vous-même. Ou bien, on ne touche à rien, on ne s'en préoccupe pas. Pour nous, ça ne change rien. On applique. On fait OK. On s'aperçoit du changement ici. On fait pareil ici. Alors là, on constate qu'il n'est pas bon et qu'ici, l'adresse IP n'est pas associée parce que ça n'est pas encore fait, puis simplement, on vient de créer cet enregistrement et le système ne l'a pas encore associé au serveur de nom. Donc on va aller modifier ici directement notre définition pluton.org et on laisse le point final. On fait résoudre. Il trouve l'adresse puisqu'il quand il a reçu ici cette information, il est allé voir dans pluton.org le nom de cette machine. On a résolu, il est tombé sur cet enregistrement, il l'a écrit ici. Et ça passe directement en validé. On fait OK. On le voit bien ici. On applique, on fait OK. Voilà, notre DNS est bien correct ici. On part maintenant sur la zone inversée. Et on s'aperçoit qu'ici, il faut faire cette correction qui est restée en fait obsolète. Par contre, on s'attendait à voir le pointeur. Le pointeur n'est pas visible parce que mon écran n'a pas encore été rafraîchi. Mais si je clique ici, je le vois instantanément apparaître et celui-là, on voit bien qu'il est correct. On va donc corriger les deux autres, comme tout à l'heure, en faisant exactement la même manip. À savoir, chercher dans notre zone, notre enregistrement. Quant au DNS, on a exactement le même problème, à nouveau. On le modifie, là on va l'écrire à la main, pluton.org. Faites bien attention de ne pas retirer les points. Et on résout. On retrouve notre enregistrement, il est validé. OK. Appliqué. OK.
on peut jeter un petit coup d'œil ici, toutes les informations sont cohérentes, elles pointent vers pluton.org. Voilà. Alors, en ce qui concerne le placement de notre serveur, eh bien, on a le minimum vital, mais c'est pas très pratique à utiliser ce nom. Alors, on va commencer par créer des alias de noms. Alors, les alias de noms qu'on va choisir, et qu'est-ce qu'un alias? Un alias, c'est un nom qui permet de pointer vers un autre nom. C'est comme ça, par exemple, qu'on peut simplifier un nom compliqué en lui créant un nom plus simple. Et c'est le cas ici. win-pmqfv15har. Vous voyez, même moi je me trompe ici. fvf15. C'est compliqué à retenir, c'est insupportable à écrire en permanence. Donc on va créer ici un nouvel alias. Cet alias, par exemple, ça serait plus sympathique de l'appeler serveur. Et vous voyez que son nom complet, ça serait donc complété du nom de domaine. Et de désigner, en parcourant notre zone, quel enregistrement, et comme il n'y en a qu'un, on ne peut pas beaucoup se tromper, hein, doit correspondre à cet alias. Et on a ici serveur.pluton.org qui correspond à win-etc.pluton.org. C'est OK. Maintenant, on a désormais un alias. Alors, on va le vérifier tout de suite, cet alias. C'est facile. On fait un ping serveur, le nom de l'alias, donc, .pluton.org. Si ça fonctionne, et ça fonctionne, que ça répond avec la bonne adresse, et que l'on peut voir ici que le nom de domaine pleinement qualifié est en réalité le vrai nom de notre machine, ça prouvera deux choses. La première, c'est que notre alias est correct, et qui pointe bien vers la machine qui est notre serveur réel, donc avec son nom réel. Et donc là, on est tranquille, ça fonctionne. Et ben, pour ce qui est des alias, je vous suggère d'en créer plusieurs qui seront évocateurs du nom des fonctions de messagerie de la machine, et notamment en les associant au nom des protocoles. C'est une pratique courante. On va donc créer des alias plusieurs fois. Alors on crée un alias sur le vrai nom de machine et pas sur son faux nom. Comme je vais devoir le faire plusieurs fois, et que j'ai pas envie de perdre trop de temps, je vais copier le nom réel pour l'avoir en mémoire, et je vais créer plusieurs alias. Le premier sera SMTP, le voilà. Le suivant sera POP. Le suivant sera POP3. POP3. Le suivant sera IMAP. Et puis je vais en faire un dernier pour l'instant que je vais appeler mail. Alors, comme c'est pas limité, j'ai fait exprès d'en créer plusieurs parce que si j'installe sur un poste client un logiciel de messagerie qui est préconfiguré pour tenter d'invoquer ces noms automatiquement, et bien ici il aura une réponse qui correspondra réellement à mon serveur de messagerie à chaque fois. Du coup, si un logiciel de messagerie tente une connexion en invoquant pop3.pluton.org, il arrivera à se connecter à mon serveur. Pareil s'il tente pop, qui est le nom qu'on donnait avant, pop3 c'est le nom qu'on donne maintenant. Pop3, ça désigne le serveur dans sa fonction réception de messagerie. IMAP, ça désigne le serveur dans sa fonction réception de messagerie, mais d'une autre catégorie. Et SMTP, c'est le serveur dans sa fonction transfert, c'est-à-dire envoi de messages. Mail, c'est générique, ça englobe les deux. Et SMTP, c'est encore plus générique, ça désigne le serveur sans désigner sa fonction. Ici, nous voilà armés en fait pour faire face aux habitudes des utilisateurs et des préconfigurations logicielles. On va en tester un ou deux pour vérifier. Ping smtp.pluton.org, ping pop3.pluton.org.
Si ces deux-là fonctionnent, on peut supposer que les autres aussi. On a presque fini de configurer notre DNS, mais il nous reste quelque chose de fondamental à configurer. Ce qui est fondamental, c'est que notre mail, en fait, puisse ensuite recevoir et traiter des mails d'un autre domaine. C'est-à-dire qu'ici, quand Neptune voudra nous envoyer un mail, on va le collecter ici. Et on va le traiter pour l'envoyer dans la boîte du correspondant qui pourra la lire, par exemple, sur son poste. Mais pour que ça puisse se faire, il faut que ce serveur-là, lorsqu'il voudra nous envoyer un mail, puisse interroger notre partie DNS en vue de trouver qui est responsable des mails. Même si pour nous c'est évident, ça ne peut être que lui parce qu'il n'y a pas d'autres serveurs, pour lui c'est l'inconnu absolu, il ne sait pas qui est, c'est-à-dire qu'il ne connaît pas le nom de la machine associée au pluton.org capable de gérer la messagerie. Et lui c'est pareil, il ne connaît pas, il ne connaîtra pas le nom de ce serveur responsable de la prise en compte de la messagerie pour Neptune.fr. Donc dans chacun des serveurs, dans la partie du DNS qui gère le domaine, ici Pluton, ici Neptune, il faudra indiquer le nom du serveur de manière à ce qu'il puisse être consulté par les expéditeurs de mails. Si on décide, et c'est possible, de mettre plusieurs serveurs en vue de répartir la charge de travail par exemple, ou d'avoir une haute disponibilité, à ce moment-là, on peut, et c'est obligatoire de toute façon, désigner un code sous forme de numéro qui va définir une priorité. Si par exemple on met plusieurs serveurs et qu'on veut qu'un soit plus prioritaire que l'autre, on met un numéro plus faible en fonction du degré de priorité qu'on veut obtenir. Plus c'est faible, plus c'est prioritaire. Par exemple 10 est supérieur à 20. On peut mettre sur le premier serveur 10, sur le deuxième 20, sur le troisième 30 par exemple. Si on met 2 serveurs ou 3 ou 4 avec le même numéro de priorité, les processus de gestion font l'équilibrage de charge, c'est-à-dire qu'en fait, ils n'envoient pas les mails aux 4 serveurs ou 3 ou 2 en même temps, ils font tourner le processus d'envoi de mail et les serveurs se répartissent la charge dans le temps. C'est ce qu'on appelle le tourniquet. Ici, j'ai qu'un serveur, mais je suis néanmoins obligé d'indiquer un numéro pour ce type de message. Donc, on revient dans notre zone, on va inscrire ce serveur pour que les membres du domaine voisin puissent nous envoyer des mails. On va publier notre serveur en tant que serveur de messagerie. Le serveur de messagerie, c'est ici. Clic droit, nouvel enregistrement. Ici, n'importe où. Clic droit, nouvel enregistrement et vous cherchez nouveau serveur de messagerie. Entre parenthèses, vous voyez que le type abrégé s'appelle MX. L'hôte ou le domaine enfant. Regardez bien d'abord ici. Le nom de domaine déjà enregistré ici correspond bien à notre nom de domaine. Donc on ne va rien modifier pour l'instant ici. Ici, c'est le nom de la machine que l'on doit utiliser. Donc la machine, c'est elle. On va donc aller la pointer, la désigner. Et ça, si dans cette zone, il y avait un domaine enfant, donc c'est-à-dire un sous-domaine, on l'indiquerait ici, ce qui n'est pas le cas. Donc pour nous, le champ va être vide. D'accord? Donc on va aller ici chercher le serveur qui se trouve là, donc on va pointer les zones de recherche directe, on va aller dans Pluton, on va cliquer ici. Maintenant, un petit coup d'œil ici nous montre qu'il y a déjà un code de priorité, ce que je viens d'expliquer, on peut le changer. Par défaut, il ne démarre jamais à 0 ni à 1, il démarre à 10, ce qui permettrait d'intercaler des serveurs de priorité supérieure sans toucher à cette valeur-là. Moi je trouve que c'est très bien, on n'y touche pas. On va chercher dans notre zone de recherche Pluton, on trouve un seul enregistrement de type adresse, on ne peut pas se tromper. Il s'agit bien de notre serveur, on le reconnaît soit par son adresse, soit par son nom. On le sélectionne, il apparaît ici. On fait OK, et on peut voir ici que nous avons un nouveau serveur de messagerie, MX, Mail Exchanger, qui est donc la machine avec la priorité 10. À ce stade-là, pour gérer sa messagerie en interne, notre serveur possède le bon DNS. On va faire une dernière vérification.
on va ouvrir une fenêtre. Je vais agrandir un petit peu si c'est possible. Je crois que c'est pas possible de l'élargir. Alors ça me suffira comme ça. Alors, je vais quand même un petit peu l'élargir au niveau de ma config parce qu'on risque d'avoir besoin de plus d'informations. Voilà, on va mettre 120 colonnes et ce sera très bien. Donc, NS Name Service Lookup recherche. Par défaut, il cherche en local sur le serveur dont l'adresse est 127.0.0.1. Souvenez-vous, c'est ce qu'on avait souhaité ici dans les paramètres de la carte lorsqu'on a indiqué 127.0.0.1. C'est ce qu'on retrouve donc ici. Donc, je paramètre ma recherche en disant que le type qui m'intéresse c'est le MX, Mail Exchanger, et j'indique le domaine pour lequel je recherche le MX. Il fait une recherche. Je m'aperçois qu'il y a un timeout qui me gêne, je vais l'expliquer plus tard, mais ça, c'est pas supportable pour la suite des opérations. On verra pourquoi tout à l'heure. Pluton.org, MX de préférence 10, et win- etc. Pluton.org. L'adresse IP est là. Donc tout est OK pour l'instant, si ce n'est ce petit temps d'hésitation. Et je vous ai dit tout à l'heure que lorsqu'on sera testé, diagnostiqué à distance par d'autres serveurs qui veulent nous envoyer des mails ou par des prestataires qui veulent nous contrôler, si le timeout est supérieur à 1 seconde et qu'il fait plusieurs tests, s'il se répète et que ça reste le cas, le timeout supérieur à 1 seconde, eh ben, notre serveur peut être jugé comme non fiable, voire serveur indéterminé, inconnu. Et à ce moment-là, on nous met dans une liste d'indésirables. Pour l'instant, on ne va pas s'en soucier, je vais y revenir plus tard. Donc, notre première partie est terminée. Dans la deuxième partie, on ne va plus toucher au DNS, on va se concentrer sur l'installation de HMail Server. Donc pour l'instant, ne touchons plus à ça. La prochaine opération, c'est l'installation de ce logiciel. Et je vous rappelle que pour ce logiciel, il avait fallu installer en prérequis les composants Microsoft .NET Framework. On était passé par les fonctionnalités que nous avions ajoutées ici. Je remonte rapidement ce qui s'était passé. Il ne s'agissait pas d'un rôle, donc on passe cette fenêtre, mais d'une fonctionnalité, et on était venu ici cocher cette colonne, cette coche ici, pour pouvoir installer notre .NET Framework version 3.5. On l'a fait installer, ça avait duré un certain temps. Donc maintenant, on va passer à l'étape de configuration et d'installation de HMail Server pour voir comment ça se passe. Vous allez voir, c'est assez simple.